fois, les députés se sont vivement intéressés à ce que vous aviez à dire. Alors, David, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du comité, je vous remercie de m'avoir invité à comparaître aujourd'hui, encore une fois. Du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ou CPSNR. Joining me today is Sean Jorgensen. Mr. Jorgensen is the Director of Operations for the Committee Secretariat and is here to assist with answering questions and providing technical information. Je suis ici aujourd'hui avec Sean Jorgensen, chef des opérations du secrétariat du comité. Depuis 2017, nous avons mené 7 examens qui ont formé 3 rapports annuels et 2 rapports spéciaux. Nous menons actuellement 2 nouveaux examens, l'un sur les activités de sécurité et de renseignement d'Affaires mondiales Canada et l'autre sur la cyberdéfense. Et nous venons de lancer un 3e examen sur le mandat de la GRC en matière de police fédérale. Ce rapport annuel 2020 est le seul aperçu consolidé des menaces pour la sécurité nationale au Canada. Les sont unanimes et non partisans. Nous préparons et finalisons les rapports par consensus et tous les membres s'entendent sur le contenu final, les évaluations et les recommandations. Let me now... J'en viens maintenant au rapport de Jim Judd, effectué conformément au protocole public en cas d'incident électoral majeur. Comme le comité l'a mentionné dans son examen de 2019 sur l'ingérence étrangère, un certain nombre d'États tentent de s'ingérer dans les processus électoraux au Canada. Ils utilisent un certain nombre de méthodes, notamment en tentant secrètement d'influencer, par exemple, les candidatures ou en tentant de promouvoir un candidat ou d'en miner un autre. Il peut s'agir de contributions illégales à des campagnes électorales et d'efforts visant à mobiliser les fonctionnaires pour exercer des pressions. Cela arrive à tous les partis, dans tous les niveaux de gouvernement. Les cibles peuvent être volontairement ou involontairement soumises à des activités d'ingérence étrangère. Dans le domaine cybernétique, cela pourrait supposer le déploiement d'efforts par d'autres pays pour amplifier les divisions sociales, alimenter la haine en ligne ou aiguiser les différences partisanes, et ce dernier point est important. Les États étrangers tentent d'utiliser des groupes partisans, même des partis politiques, pour poursuivre leurs propres objectifs. Visant à rétablir le protocole public bien avant la prochaine élection fédérale et à étendre le mandat du protocole à la période préélectorale. Le comité estime également que le gouvernement devrait se pencher sur 4 autres questions. Number 1. Le premier, s'assurer que le mandat du protocole englobe toutes les formes d'ingérence étrangère. Deuxièmement, considérer l'inclusion des Canadiens éminents à titre de membres du groupe d'experts. Si un État étranger tente de manipuler des groupes partisans, il pourrait être plus efficace qu'un Canadien respecté et éminent alerte le public sur ce qui se passe. Troisièmement, s'assurer que tous les partis comprennent l'objet du protocole et le processus de signalement d'un problème potentiel. Et quatrièmement, considérer la façon dont le groupe d'experts informerait réellement les Canadiens d'un incident d'ingérence étrangère. C'est important. Les États étrangers tentent d'attiser les différences partisanes. Nous devrons être prudents quant à la diffusion de ces efforts et l'attribution de comportements à des pays en particulier. Je passe maintenant à l'aperçu du rapport annuel sur les 5 menaces à la sécurité nationale du Canada: le terrorisme, l'espionnage et l'ingérence étrangère, les cybermenaces, le crime organisé et la prolifération de destruction massive. Je vais me concentrer sur les 3 premières,
puisque celles-ci ont le plus changé depuis 2018, quand le comité a pour la première fois examiné ces menaces. Le terrorisme. 2019 a été une étape importante dans les efforts mondiaux de lutte contre le terrorisme salafiste djihadiste. Mais elle a créé d'autres problèmes. Notamment, nous nous demandons quoi faire avec les Canadiens qui s'étaient déplacés dans la région pour soutenir des groupes terroristes. Comme le comité le sait bien, ces personnes peuvent continuer de représenter une menace pour le Canada et ses alliés. At the same time, we've seen the growth of other. En même temps, nous avons assisté à la croissance d'autres extrémismes violents à motivation idéologique. Il s'agit de personnes et de groupes qui adoptent la violence xénophobe, la violence anti-autorité et la violence fondée sur le genre. Alors que les restrictions imposées dans le cadre du confinement lié à la COVID-19, comme les restrictions des déplacements, ont perturbé les efforts de facilitation du terrorisme, la pandémie et les manifestations concurrentes contre le racisme ont accru le langage antigouvernemental lié à un extrémisme violent motivé par des considérations idéologiques. Maintenant, l'espionnage et l'ingérence étrangère. Je dois être clair que l'espionnage et l'ingérence étrangère sont tout à fait différents. L'espionnage suppose le vol d'informations. L'ingérence étrangère suppose l'utilisation de moyens clandestins ou de menaces pour promouvoir une certaine position ou un certain objectif. Cependant, l'appareil de la sécurité nationale les traite souvent comme une menace unique, parce que les auteurs, les États étrangers, les poursuivent souvent en collaboration. En 2019, le comité a conclu que l'ingérence étrangère constituait une menace importante pour la sécurité du Canada. Et cela se poursuit aujourd'hui. La menace posée par l'espionnage. Les États étrangers ciblent de plus en plus les secteurs des sciences et de la technologie du Canada. La pandémie a créé des occasions pour les États étrangers, notamment la Russie et la Chine, de cibler le secteur de la santé canadien, plus particulièrement dans le domaine du développement de vaccins. Malicious cyber activities. Les cyberactivités malveillantes. Le Canada est confronté à une vaste gamme de cybermenaces. Pour ce qui est des menaces sophistiquées et soutenues par les États, la Russie et la Chine restent les plus importantes. Ces pays continuent de cibler les systèmes gouvernementaux et non gouvernementaux, y compris ceux qui fournissent une infrastructure essentielle au sein du Canada et plus récemment ceux qui participent au développement de vaccins. En ligne au Canada et parmi nos alliés. Ces mêmes acteurs utilisent également des méthodes sophistiquées pour cibler, harceler ou menacer les dissidents au Canada. Mr. Chair, in conclusion, Monsieur le Président, en conclusion, les menaces à la sécurité du Canada sont fluides. Elles changent effectivement. Ce sont tout autant de choses auxquelles nous, parlementaires de tous les horizons politiques, devons continuer de porter attention et chercher des moyens d'aborder dans le cadre de nos audiences, de notre travail sur la législation et de notre engagement auprès des Canadiens. Je serai maintenant heureux de répondre à vos questions. Je voudrais rappeler aux députés que les membres du comité parlementaire sur la sécurité ont renoncé à leurs privilèges parlementaires. Alors, je vais devoir faire preuve de discrétion quand il sera question de privilèges parlementaires. Merci, M. McGuinty. On va commencer par un premier tour de 6 minutes. Monsieur Currick. Monsieur Currick disait qu'il y avait un petit retard entre le français et l'anglais.
Il semble y avoir effectivement un petit retard entre l'anglais et le français. Monsieur Motz, votre main est levée? Oui, Monsieur le Président. Oui, on l'a mentionné précédemment. Quand l'orateur a fini de parler en français et qu'on passe à l'interprétation vers l'anglais, il y a un retard de près de 10 à 12 secondes. Il faut augmenter son volume et des fois, on peut même pas entendre ce qu'ils disent. Et c'est pas la première fois qu'on a eu ce problème. Ça se produit en chambre également. Alors, le greffier va se pencher sur le problème et essayer de trouver une solution. C'est le mieux que je puisse faire dans les circonstances, mais on s'en occupe le mieux possible. Madame Stubbs, 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur McGuinty. Vous faites un travail très important avec les autres membres du comité. Je sais que la Chine a récemment rendu publique sa stratégie 6G, c'est-à-dire que chaque action soit visée par la censure. La Chine ne semble pas être empêchée par des interdictions occidentales ou des décisions qui sont prises dans le monde occidental. Dans votre rapport, vous dites qu'un outil cybernétique pourrait être utilisé pour attirer des individus dans 45 pays différents. Je me demande si vous pourriez pas nous en parler un petit peu plus dans la mesure du possible. Et j'aimerais savoir ce qu'il nous faudrait pour empêcher que la Russie et la Chine se permettent de telles manipulations. Merci pour votre question. Je pense que vous faisiez référence à Huawei, mais le comité n'a pas fait un examen de Huawei. La CST nous a donné une séance d'information pour qu'on puisse tester des appareils Huawei qui existent déjà dans le marché des télécommunications au Canada, mais je ne peux pas en dire plus que ça au sujet de cette question spécifique. Dans le rapport, on retrouve beaucoup de références à la Chine. C'est un choix délibéré des membres du comité. Dans 15 paragraphes différents, on fait référence directement à la Chine et aux activités chinoises au Canada. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je ne pourrais pas vous dire comment le gouvernement ou les organisations en sécurité et en défense pourraient y répondre, mais nous avons recommandé au gouvernement canadien, dans notre rapport de 2019, que le gouvernement s'attaque aux activités chinoises et qu'on arrive à une démarche pan-gouvernementale. Je pense que le ministre de la Sécurité publique, M. Blair, a déjà lancé cet effort, mais on s'attend à plus d'informations de la part du gouvernement pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de cette approche pan-canadienne. Dans votre rapport, vous parlez de l'ingérence étrangère et des menaces pour notre sécurité économique. C'est des menaces contre les particuliers également. Effectivement, il y a beaucoup de questions de la Russie et de la Chine. Ce sont des acteurs malveillants récurrents. Il me semble que la Chine en est un depuis longtemps. Est-ce que vous avez constaté un changement dans l'approche chinoise vis-à-vis du Canada, notamment depuis qu'ils ont détenu les deux Michael? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu? Je ne crois pas que notre rapport ait parlé des différences entre les pré-Michael et l'après-Michael.
Il n'est pas nécessairement question de l'intensité, de la fréquence des activités chinoises, mais je vais peut-être demander à M. Jorgensen de répondre à votre question. Il aura peut-être quelques informations de plus à vous communiquer. Oui, merci, Monsieur le Président. Si vous me le permettez, Madame Stubbs, je vous renvoie vers le rapport de 2019 où il y a eu une période en 2012 où Xi Jinping est devenu le président de la Chine et il a adopté une approche très différente. Il y a eu des menaces très spécifiques contre le Canada. Des fonctionnaires chinois sont venus au Canada pour exercer des pressions sur des citoyens canadiens d'origine chinoise ou alors contre des gens qui venaient au Canada et qui avaient fait une demande d'immigration. C'est ce qu'on a constaté au Canada et chez nos alliés les plus proches également. À la page 18 de votre rapport, vous dites que des États étrangers ciblent le secteur de la science et de la technologie au Canada. On dit que le programme des 1000 talents en Chine est l'agresseur principal. Alors, dans votre rapport, vous parlez d'une augmentation des activités chinoises. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? J'aimerais bien, mais au-delà de ce que vous retrouvez à la page 18 au sujet de l'espionnage, c'est très difficile pour moi de vous donner des détails de plus. De plus en plus, la science et la technologie, les universitaires sont conscients des risques inhérents. On sait que la SCRS tient des séances d'information auprès des universitaires au sujet de ce problème et on espère que ce rapport va mieux faire connaître ce problème auprès des universitaires et des secteurs de la science et de la technologie. Le greffier me dit que c'est un problème systémique. Alors, s'il y a des orateurs qui passent de l'anglais au français ou du français vers l'anglais, pouvaient s'arrêter pour permettre au système de rattraper l'orateur, ce serait utile pour tous. Monsieur Lightbound, s'il vous plaît, 6 minutes. Président, et merci à nos témoins aujourd'hui. Monsieur McGuinty, merci d'être présent. Une des choses qui ressort dans votre rapport, c'est l'évolution de la menace terroriste au Canada. Vous parlez, entre autres, de la menace grandissante que représente l'extrémisme violent à caractère idéologique au Canada. Vous citez entre autres l'indice mondial de terrorisme de 2019 qui rapportait une augmentation qui est assez préoccupante de 320% d'incidents liés à ce genre d'extrémisme de 2013 à 2018. Ça, c'est sans compter les tragédies qu'on a vues entre autres à Christchurch, à El Paso, en Allemagne également, qui sont liées à l'extrémisme violent à caractère idéologique. En même temps, on sait, puis vous le mentionnez dans votre rapport, que ce type d'extrémisme diffère de celui qui est inspiré par des idéologies comme celle de Daesh, comme celle d'Al-Qaïda, en ce sens qui est moins affilié, moins centralisé, que c'est souvent des constellations d'acteurs diffus. Face à cette nouvelle menace et son organisation qui est différente des menaces un petit peu plus traditionnelles qu'on a vues au cours des dernières décennies, quel défi est-ce que ça représente pour nos agences de renseignement ici comme pour nos alliés? Puis comment est-ce que nos agences s'adaptent face à cette menace grandissante telle que vous la définissez? Merci beaucoup, M. Lightbound. Nous avons essayé de présenter clairement dans le rapport exactement ce qu'on a entendu de la communauté de la sécurité et du renseignement dans ce domaine. C'est peut-être ce qui nous a surpris le plus cette année, en 2020, c'est l'augmentation d'activités dans ce domaine, dite en anglais IMVE, et que le momentum derrière ces activités ne semble pas
ralentir. Au contraire, semble aller de plus en plus vite, avec de plus en plus de groupes, de plus en plus de participants. Nous savons que le dialogue extrémiste n'est pas nécessairement criminel, toujours, mais nous savons que le Canada a une base qui devient de plus en plus large, de plus en plus grand, où ces acteurs peuvent aller pratiquer leur recrutement, aller chercher de plus en plus de gens qui sont, je ne sais pas comment le dire, ce n'est pas une question d'être plus près, mais peut-être d'être plus sensible ou d'être radicalisé éventuellement. Nos services de sécurité de renseignement craignent ce qui se passe dans le domaine, l'augmentation d'activité, et nous l'avons vu non seulement à l'étranger, en Nouvelle-Zélande, mais il y a plusieurs épisodes que nous avons décrits dans le paragraphe 35. C'est arrivé au Texas, c'est arrivé 2 fois en Allemagne. Il y a aussi évidemment la question de ce qu'on appelle les groupes incel. These are extremists who are also posing a... Ce sont des groupes extrémistes qui représentent une menace accrue et qui se chevauchent de plus en plus avec l'extrémisme de EVCI. Et il y a eu également des attentats en avril 2019 avec à Sudbury, quelqu'un qui a été poignardé et une personne qui a été motivée par cette idéologie à Toronto en 2020, qui également a été une attaque à coups de poignard. Donc, ce sont des choses très importantes que nous devons suivre parce que nous voulons pouvoir suivre l'évolution de la tendance. Et M. Lightbound a souligné, M. le Président, à juste titre, que c'est une surprise pour nous. Et donc, une surprise également pour la communauté de la sécurité et le renseignement, mais elle est très axée et focalisée là-dessus. Votre rapport, je pense que c'est mentionné, mais une accélération aussi due à la pandémie. Entre autres, on voit les théories de conspiration, le temps passé en ligne. Est-ce que ça a eu un effet pour radicaliser davantage et augmenter la cadence? Dans chaque des 5 thèmes que nous avons abordés dans le rapport, nous avons, à la fin de ce chapitre, nous avons essayé d'amener une analyse de ce qui est arrivé depuis COVID-19, la pandémie et l'effet sur les 5 domaines. And in that analysis... Et donc, dans cette analyse, nous notons qu'il y a eu une atténuation des rassemblements de masse dans les espaces publics, ce qui a restreint les déplacements. Et cela a eu un effet, et donc cela a reporté toutes ces activités sur l'Internet. Ces activités se sont déversées sur le web, et la GRC pense que cela pourrait peut-être entraîner une demande d'accès à des informations sur Internet par des gens intéressés par les activités terroristes. Donc, la pandémie de COVID-19, l'isolement accru, les difficultés quotidiennes provoquées par la pandémie aussi, ont peut-être tendance à accentuer ce genre d'activité dite EVCI en ligne. Merci, Madame Michaud. Thank you. Pour votre présence et votre travail, c'est extrêmement apprécié et très, très, très intéressant. Et juste question de bien formuler les questions, je vais m'assurer du rôle du comité. C'est bien de faire état de la situation, des menaces et de faire des recommandations au premier ministre. Et par la suite, ce que le gouvernement fait avec ça ou les solutions qu'il met en place, ça ne relève pas de vous. C'est bien ça?
Oui, vous avez raison que le comité traite des grandes questions que le comité choisit et nous avons une approche très rigoureuse pour le choix de revues. Nous poursuivons les revues et les rapports sont livrés au premier ministre et éventuellement rendus publics dans la Chambre des communes et dans le Sénat. Parfait. Et vous parlez toujours du terrorisme comme de la menace numéro 1, en fait, mais vous parlez aussi des cybermenaces, de l'espionnage et de l'ingérence étrangère, qui sont aussi des problèmes qui montent en importance. Et je me demande, est-ce que vous voyez justement ces nouvelles menaces comme une forme de terrorisme? Par exemple, les cybermenaces, ce qu'on voit, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, l'ingérence étrangère sur la propriété intellectuelle, par exemple. Est-ce que vous le voyez comme une forme de nouveau terrorisme, comme on peut dire? Dans la communauté, Madame Michaud, de sécurité et renseignement, il y a une division de risques, divisée en 5, comme nous avons représenté dans le rapport, terrorisme, cyberactivité, etc. Je ne sais pas si on est en mesure de dire qu'il y a maintenant un moment où le terrorisme a été, je pense que ce que vous demandez, a été transféré online. Mais nous savons que tout ce qui se passe avec COVID-19 aujourd'hui semble pousser plusieurs acteurs à accélérer ou à augmenter leurs activités sur l'Internet. Je vais revenir là-dessus, c'est intéressant, mais vous me faites penser dans votre allocution d'ouverture, vous avez dit que les restrictions sur les voyages, par exemple, en temps de pandémie, ont peut-être réduit le terrorisme ou certaines tentatives. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? C'est clairement indiqué dans le rapport. Nous avons indiqué que ce que nous avons entendu de la GRC et d'autres agences, c'est que une approche très sophistiquée dans le domaine du terrorisme semble avoir été ralentie et les risques sont plutôt dans ce qu'on appelle les soft targets, c'est-à-dire peut-être dans les endroits publics, des places où les gens se rassemblent, évidemment aujourd'hui, pas tellement souvent. Mais je pense que mon collègue, M. Jorgensen, pourrait ajouter quelque chose, si ça vous conviendrait. Ça va. Merci, Monsieur le Président. Que j'ajouterais, à l'intention de Mme Michaud, c'est que la réduction des voyages signifie qu'il y a réduction des voyages aériens. Et donc, ça, c'est une vulnérabilité en moins. Et également une réduction des flux d'immigration. Et là encore, cela joue un rôle important dans certains pays qui reçoivent beaucoup d'immigrants. Donc, plusieurs restrictions ont été imposées en matière de voyage. Et également, cela a influé à la baisse sur les activités terroristes. Sur la montée de l'extrême droite, notamment certains groupes comme les Proud Boys que le Canada avait mis sur la liste des groupes terroristes qui semblent s'être démantelés, là. Mais quand même, ce qui s'est passé aux États-Unis, je pense qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et il y a plusieurs spécialistes qui l'ont dit, par exemple, avec les réseaux comme QAnon. J'ai une statistique là, qui dit, laissez-moi la retrouver, qui dit que le Canada figure parmi les 4 principaux pays à générer du contenu lié à QAnon sur Twitter, à côté des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie. Alors, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se rallient à ces genres de théories-là, du complot, et c'est ça qui devient inquiétant. Et en effet, le Canada n'est pas à l'abri de ça. Selon vous, est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est préparé, même si c'est une menace très, très, très moderne et qu'on n'a pas vraiment fait affaire à ça dans le passé? Comment le Canada devrait se préparer à ça, vous croyez? Il y a du travail à faire. Si je peux poursuivre une seconde en anglais. À compter de 2015, environ 100 groupes
suprémacistes, de suprématie blanche et néo-nazis ont apparu au Canada, et ce sont des groupes qui sont motivés par la notion d'extrémisme violent. Mais une recherche plus récente nous donne qu'il y en a peut-être même 300 de telles organisations au Canada. Et donc, c'est une poussée très forte de la prolifération de groupes néo-nazis. Et vous avez raison, Madame Michaud, de souligner, par exemple, de cet extrémisme à motivation idéologique aurait augmenté de 320% entre 2013 et 2018. Donc, il s'agit d'une question extrêmement grave pour le Canada, pour les organismes de sécurité et de renseignement, et un souci majeur pour les parlementaires. Merci, Madame Michaud. Monsieur Harris, vous avez 6 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci à notre collègue McGuinty, Monsieur McGuinty, d'être des nôtres aujourd'hui. Voici un rapport des plus intéressants. Vous dites que votre rapport est une mise à jour sur les évaluations de la menace qui avait été effectuée par le comité en 2018. Et moi, je fais partie des gens qui ne se réjouissent pas de voir un comité constitué de parlementaires qui vont ensuite présenter un rapport au Premier ministre. Bon, cela dit, donc vous avez fait des évaluations de menaces, mais est-ce qu'on ne devrait pas demander aux menaces, demander aux organismes qui vous ont fourni les renseignements dont vous disposez, la diffusion de rapports non expurgés? Est-ce que ce ne serait pas une meilleure démarche pour garantir que le Parlement est informé de ce qui se passe? Merci, Monsieur Harris, de votre question. Je pense que les membres du comité pensent que le Comité national des parlementaires en question est un groupe intermédiaire qui représente tous les parlementaires, y compris les sénateurs. Et donc que qui traite d'informations qui jusqu'ici restaient complètement classifiées au Canada. Et donc ce travail s'accomplit au nom de tous les parlementaires pour obtenir les informations, délibérer sur ces informations et de façon entièrement non partisane, préparer, oui, je le reconnais, un rapport qui est confidentiel, classifié et qui est adressé au Premier ministre et qui ensuite fait l'objet d'un travail d'expurgation. Et donc, il serait bon que, nous pensons que c'est utile pour les Canadiens, que d'avoir une source unique d'informations autorisées sur la nature précise des menaces. Et donc, c'est depuis 2018 que l'on produit ce genre d'évaluation. Oui, mais nous savions que les caviardages qui sont opérés, les expurgations qui sont opérées, le sont au nom de la sécurité nationale. Mais bon, vous avez parlé de l'extrémisme à motivation idéologique. Est-ce que vous incorporeriez par exemple, lorsque l'on a vu un camion qui a essayé de forcer la porte ou le portail de la résidence du Premier ministre, est-ce que c'est quelque chose d'inspiré par de l'extrémisme violent, d'après vous? Ou est-ce que c'est... Et donc, est-ce que la GRC considère ça comme devant faire l'objet d'une enquête prioritaire? Voilà, une question pertinente, tout à fait, Monsieur Harris, mais je dois dire que je ne crois pas que cela fasse partie du mandat de notre comité. Monsieur Jorgensen pourra me rectifier, mais je ne crois pas. Et Monsieur Jorgensen pourrait. Je ne crois pas que ça ait fait partie.
Non, non, je ne demande pas quelle est l'évaluation de la GRC ou de SCRS. J'aimerais savoir quel est votre point de vue personnel. Réponse. Écoutez, je n'ai pas suffisamment d'informations et pour vous répondre et pour vous dire s'il y a une enquête en cours. Oui, mais je suis sûr que cela représente quand même une menace pour la sécurité du pays lorsque quelqu'un essaye de s'emparer ou de maîtriser le Premier ministre ou en tout cas de faire une incursion considérée comme quelque chose de dangereux pour le Premier ministre, c'est une menace pour le pays. Oui, je pense que nos spécialistes du renseignement et de la sécurité suivent cela de très très près, Monsieur Harris. Alors, prenons le cas d'autres pays qui ont un organisme similaire à celui que vous représentez chez nous aujourd'hui au Royaume-Uni. Il y a un rapport qui souligne les efforts nombreux qui sont consacrés à ce sujet. Et on nous dit que le rapport du Royaume-Uni parle des ressources et des efforts, des ressources allouées, des efforts déployés par le MI5, et donc 67% de ces efforts sont consacrés à ce que l'on appelle la rubrique générale du terrorisme. Est-ce qu'il serait utile que votre comité fasse également une évaluation de la répartition des activités afin de déterminer quelles sont les répartitions? Oui, Monsieur Harris, ça pourrait être très utile parce que nous avons quand même l'examen quinquennal de la loi qui porte création de ce comité et donc peut-être que le débat pourrait porter sur la répartition de ces efforts. Au Royaume-Uni, la situation est légèrement différente parce que nous sélectionnons les sujets d'études en fonction d'une série de critères que nous avons élaborés, que nous avons établis. Mais je pense aussi que votre question est très importante, Monsieur Harris, surtout en ce qui concerne le fait d'adresser les recommandations au gouvernement. Et d'ailleurs, le rapport aborde cette question-là. Merci, Monsieur Harris. Votre temps est écoulé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Kirk, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur McGuinty pour son travail et pour son rôle de chef de file sur ce dossier important. On voit dans le rapport qu'il y a des sympathisants du Daesh qui n'étaient pas des combattants actifs. Alors j'imagine que la plupart des personnes captivées pourraient dire qu'elles n'ont pas été des personnes qui ont combattu et qui sont occupées de levée de fonds et d'autres activités. Donc je pense quand même que cela doit être intégré à la menace. Il y a 61 personnes qui seraient rentrées au Canada après avoir participé aux activités de Daesh. Alors, est-ce qu'il y a des poursuites particulières ou des activités particulières qui leur sont consacrées? Réponse. Oui, c'est une question très importante que vous soulevez, Monsieur Curec, mais notre comité n'a pas étudié la question du rapatriement des combattants qui se sont rendus à l'étranger ou des personnes qui ont été concernées. Et donc, du paragraphe 24, nous parlons du contexte du terrorisme international, de son environnement. Nous avons présenté des chiffres, mais nous donnons des chiffres précis concernant les personnes qui ont été détenues, les personnes qui sont en liberté et des personnes qui sont décédées. Mais le chiffre reste public, donc c'est pourquoi nous avons pu les diffuser. C'est voilà ce que nous avons pu savoir et faire connaître. Pas plus loin. Nous n'avons pas pu aller plus loin. Oui, je comprends très bien, parce que ce sont des domaines qui sont quand même étroitement imbriqués les uns dans les autres. Et j'ai remarqué que l'on parle d'associations de groupes extrémistes. Et j'ai moi-même suivi les activités des partis à la fois libéral, conservateurs et autres à ce sujet. Eh bien, je pense que les sources de haine sont tragiquement universelles. On en trouve partout. Mais donc,
Qu'est-ce que vous avez fait une analyse particulière des groupes à vocation ou à inspiration extrémisme violent, extrémistes violentes? I really would like to ask my colleague, Mr. Jorgensen, if he could jump in here for a second. I know he is tracking that for the committee. Hey, So seem to have sorry, switched. Mr. Chair. Yeah, we seem to have switched to French all of a sudden. Monsieur McGuinty, voulez-vous reprendre votre réponse en anglais, s'il vous plaît? Je disais à M. Curry qu'il y a un débat très important sur le langage, les définitions que nous utilisions. Peut-être M. Jorgensen pourrait nous donner une idée plus précise d'où ce qu'on en est sur ces définitions, ces interprétations aussi. Je ne me souviens pas exactement, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Curry. Très rapidement, il y a une distinction nette et claire entre les diverses catégories d'extrémisme. On les a identifiées pour promouvoir les droits de la personne, les droits des femmes, les qualités pour les Noirs aux États-Unis. Alors, il y a une distinction entre qu'on prend toute une position extrémiste qui est poussée à la violence. C'est dans ce domaine ce qu'on a vu un travail très important de la part du SCRC et leurs partenaires internationaux pour se concentrer sur le comportement plutôt que la motivation. La motivation est souvent l'idéologie qui est force motrice. C'est ni à la gauche ni à la droite, c'est la motivation idéologique. Merci. Dernière question, et je vais essayer de poser deux questions. L'espionnage vis-à-vis nos institutions scientifiques et de recherche, au paragraphe 55, on a vu que c'est une cible principale pour l'espionnage international. Surtout avec la pandémie, on a vu une modification dans cette approche d'espionnage. Première question. Alors, deuxième question, la protection de nos institutions démocratiques, le processus électoral compris, le besoin d'assurer aussi que nos élections sont protégées, justes, honnêtes, afin que les Canadiens puissent être confiants qu'on va identifier l'ingérence étrangère. Cependant, c'est toutes ces activités clandestines et avec la prolifération du potentiel des médias sociaux, est-ce qu'on a pu identifier, isoler un peu ces menaces à nos institutions de recherche scientifique et que peut faire aussi pour protéger le système électoral? C'est la protection de la démocratie, quoi. Bon, ben vous avez fait un bel effort pour tirer votre 5 minutes. Monsieur McGuinty, voulez-vous tenter une réponse dans une trentaine de secondes? Je ferai de mon mieux. Le paragraphe 45 et ceux qui suivent, les paragraphes qui suivent, décrit un peu les activités d'espionnage dans le domaine scientifique. On a parlé de la menace de la Russie, de la Chine, le fait que les technologies de fine pointe sont le cible davantage, et aussi dans nos infrastructures électriques, par exemple. Sur la question de sécurité, c'est pour cette raison que nous nous fions sur le rapport Judd pour voir si le mécanisme mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire un groupe de 5 individus pour traiter de l'ingérence étrangère, surtout cybérique, pour aller au-delà de tout simplement l'ingérence en personne. S'il y avait un incident habituellement dans une campagne assez contestée, assez contestataire aussi, comme on a vu aux États-Unis et dans d'autres, je pense qu'on va être mieux préparé pour traiter avec cela. Nous connaissons rien sur la partisanerie, Monsieur le Président, c'est vrai, mais Monsieur Fisher, 5 minutes. 15 minutes? Merci, Monsieur le Président. Non. 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Et je veux remercier M. Guinty de son rapport
J'ai déjà vu plusieurs témoins, j'ai été témoin moi-même souvent devant le comité et il n'y a rien qui est plus épeurant que ce que nous entendions actuellement. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour votre comité. Une petite reconnaissance aussi aux membres du comité. Les questions sont tout à fait respectueuses, le dialogue est tout à fait réfléchi et je suis très impressionné par ce travail. Félicitations au président aussi pour la façon très consciencieuse qu'il mène les travaux d'un comité. Monsieur McGuinty, dans votre rapport, vous avez parlé de la classification des groupes terroristes. Avant 90, on n'en avait aucun groupe qui était classé EVMI. Maintenant, il y en a plusieurs douzaines, y inclut les Proud Boys. Vous avez parlé de 100 organisations de droite néo-nazis, et maintenant vous dites qu'aujourd'hui, on dépasse le 300 groupes. Quelles conséquences, quelles répercussions, quel avantage a-t-on avec ce système de classification? Bien, ce n'est pas une question que le rapport examine en détail, mais je crois qu'il serait vrai de dire que placer un groupe quelconque sur la liste de ces groupes terroristes et le rendre public est une façon d'informer les Canadiens et de les avertir des activités de ces groupes. C'est ce que nous voulons faire dans ce rapport, d'ailleurs, sur l'information classifiée que nous avons reçue. Mais l'inclusion, nous ne sommes pas le seul pays à le faire, mais la prolifération de ces groupes, c'est ça qui a été vraiment étonnant. Il y a eu une montée faramineuse dans le nombre de ces groupes. Nous avions un membre de notre comité, M. Motz, qui figure auprès du comité, et on était étonnés de voir. On pensait que c'était une faute de frappe, presque. Mais une augmentation rapide dans cette violence motivée par l'idéologie. Avez-vous aucun souci qu'en rendant public le nom de ces groupes, leur donnant une certaine notoriété, ça pourrait encourager ces groupes ou pourrait encourager d'autres à former des groupes pour se faire remarquer? Bon, la famille pourrait peut-être mener les gens à participer ou à s'abonner à ces groupes. Mais à titre de parlementaire, à titre de Canadien, il faut l'information, il faut mettre ça, il faut le rendre public. Un message clé de ce comité et ce rapport, c'est que ce phénomène ne disparaîtra pas. C'est à la hausse en nombre de groupes, en nombre d'activités. C'est une souche et une source de recrutement, de radicalisation. C'est très important pour les parlementaires canadiens de travailler dans ce secteur pour comprendre le pourquoi de la chose. Non seulement au Canada, c'est un phénomène mondial. Aux États-Unis, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et il faut attaquer avec vigueur pour contrer le phénomène. C'est pour cette raison qu'on voulait y accorder tellement de place et de profil. Et peut-être la loi anti-haineuse, comme on voit en Australie, par exemple. Est-ce que ceci pourrait nous aider pour attaquer ce genre de violence cybérique? Ce n'est pas une question que nous avons examinée, que le comité a examinée. C'est un point très important peut-être pour le comité de sécurité publique. Est-ce que ça pourrait aider? Oui, peut-être, oui. Mais le message principal, c'est que ce phénomène, ce comportement n'est pas à disparaître demain. Et en fait, c'est le contraire. Ça continue à croître en intensité et en nombre. Madame Michaud, 2 minutes et demie.
Je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre les cyberattaques et la pandémie qu'on vit actuellement. Et vous l'avez mentionné, la Chine et la Russie ont fait beaucoup de cyberattaques dans les derniers mois. Et ce n'est pas seulement un vol d'informations, c'est souvent des campagnes de désinformation. Par exemple, en Europe, il y a des pirates qui ont volé puis modifié des données sur le vaccin BioNTech, Pfizer-BioNTech. Il y a l'Agence européenne des médicaments qui confirme que des emails confidentiels avaient été subtilisés puis postés sur le dark web russe. Et comme le Canada est un pays du G7 et on l'espère un pays qui sera bientôt producteur de vaccins parce qu'on imagine qu'on n'est pas à notre dernière pandémie là, dans les prochaines années. Alors, comment on peut faire face à ça parce que ça a un impact et une menace directe pour la santé publique? Absolument, Madame Michaud. Un impact sur la santé publique, un impact sur les recherches et développement au Canada, un impact sur l'économie canadienne. C'est partout dans notre société. Nous avons essayé de décrire clairement, paragraphe 64, 65, 66, 67, ce qui se passe dans le domaine. First, CSC assesses the number. Premièrement, on a déterminé que le nombre d'acteurs croît et que ça qui est parrainé par Corée du Nord, l'Iran, la Chine et la Russie pose le risque le plus important au Canada. En voulant établir des cybercapacités pour perturber nos systèmes d'eau potable, de circulation routière, d'énergétique. Et ces acteurs étatiques continuent à entreprendre de l'espionnage commercial, le vol évidemment de propriété intellectuelle et les campagnes d'ingérence étrangère en ligne continuent de croître et ne se pas limiter à des questions électorales. Et nous voulions le décrire pour les parlementaires, pour la population canadienne, pour comprendre le niveau, le fait que c'est partout dans nos secteurs économiques, nos universités, et voilà. Mm-hmm. Et vous l'avez Thank dit. you. Thank you, Madame Merci. Michaud. Sorry about that. Merci, Madame, mais votre temps est écoulé. Monsieur Harris, 2 minutes et demie. Merci, Monsieur le Président. Mon Dieu, il y a beaucoup de questions qui me viennent à l'esprit. J'en ai une en particulier qui porte sur le mandat du comité, de votre comité. Je croyais qu'on voulait peut-être une certaine surveillance sur tous les agences de renseignement qui fonctionnent très souvent de façon clandestine. C'est normal, on comprend. Mais pour s'assurer qu'ils respectent les politiques, qu'ils respectent aussi la loi et les attentes des Canadiens, bien sûr. Quel genre d'activité avez-vous entrepris? Je sais qu'on parle d'analyse des menaces, etc., mais qu'est-ce qu'il y en est pour la surveillance, le contrôle, si vous voulez? Ah, le débat était vraiment aigu lorsqu'on a discuté au Parlement sur la nature même, le mandat du comité. Est-ce que c'est vraiment un comité de surveillance? Est-ce que c'est homologue au comité américain de surveillance? Ou tout simplement analytique? On voulait que ce soit un organisme, un comité, qui a comme mandat l'examen de la situation, un examen cohérente, froide, si vous voulez, sans poser des questions, convoquer des témoins. Et chaque examen donne comme résultat une vingtaine, trentaine, 1000 pages d'informations ou de documents. Le tout est préparé, synthétisé, offert au premier ministre, le processus de cuverdage, etc., et ensuite rendu public. Bon, s'il y a des
comportement inacceptable en quelque part et on en apprend. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une commission d'enquête particulière comme Yamabout, monsieur le juge Yamoukoué, voir où étaient les failles et pointer du doigt aux mesures à prendre. Oui, mais la question de légalité ou illégalité peut être traitée par l'agence, le César qu'on appelle César. Monsieur Van Pont, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur McGuinty, de votre rapport. C'était tout un rapport pour 2020. Dans le rapport, vous avez signalé une croissance exponentielle de ces groupes violentes. Ce que j'essaie de capter ici, quelle est l'importance de cette croissance? Et est-ce que les particuliers qui sont impliqués dans ces groupes haineux sont-ils identifiables? Quel genre de collectivité? Est-ce qu'ils sont tout simplement en ligne ou est-ce que c'est des vraies personnes qui agissent physiquement? Vous avez identifié des locaux où ce que ça chauffe un peu, des points chauds. Alberta, Québec, la Meute. Monsieur Van Popta, le rapport précise qu'il y a évidemment une collectivité virtuelle, en ligne, cybernétique. Et les groupes continuent à croître dans ce milieu virtuel. Les autorités de renseignement nous indiquent que ceux-ci sont regroupés en grappes ici, là, dans le pays. Je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails pour l'instant sur les individus ou des noms ou quoi que ce soit. Tout ça est caviardé habituellement. Non, on ne cherche pas des noms, mais est-ce qu'on peut trouver des individus, des particuliers et dire « Ah oui, celui-là est dirigeant d'un tel groupe ». C'est possible de le faire, oui, mais ce qu'on veut faire pour informer les Canadiens, c'est un groupe vaste. Les Canadiens sont actifs dans 6 000 canaux, cheminement, pages Facebook, etc. On a vu un babillard électronique sur lequel les Canadiens sont plus actifs, plus présents que les Britanniques et les Américains. Le Canada a une assiette, une base, un bassin de recrutement très important. Et ceci sert pour la radicalisation. Ça, c'était vraiment un constat surprenant pour le comité. Ça va être une grande surprise pour tous les Canadiens aussi. Je ne m'y attendais pas du tout. Merci de nous l'avoir apporté à notre attention. On parle aussi dans le rapport de quelques incidences dans d'autres pays. Nouvelle-Zélande, la tuerie à Christchurch. Il y en avait une ou deux aussi en Europe. A-t-il aucune indication que ce genre d'événement se produit aussi au Canada? On a parlé de ces 3 attaques motivées par des membres de Incel, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres événements qu'on pourrait signaler? Ce qu'on a présenté aux Canadiens pour la période de notre étude ont été inclus. Merci beaucoup. Monsieur Jorgensen, j'ai une question. Moi, j'aimerais proposer une motion. Je suis tellement heureux de voir ce rapport du sous-comité sur ce que nous allons discuter au cours de nos prochaines rencontres. Je trouvais ça un petit peu frustrant qu'on progressait assez lentement. Je suis heureux de voir qu'on va traiter du racisme systémique. On va discuter du rapport Vance. On va parler aussi de cette question de libération conditionnelle de la Commission. Alors, je suis très content et j'espère bien qu'on va adopter ce rapport.
Bien, écoutez, ce n'est pas le moment propice. On va terminer avec M. McGuinty et ensuite on passera aux autres affaires pour le comité. On passe à Mme Demoff. 5 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur McGuinty, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Comme vous le savez, je siégeais au Comité de la sécurité publique quand on a étudié le projet de loi C-22 qui a mis sur pied le comité que vous présidez à l'heure actuelle. C'est Matthew Dubé qui me l'a rappelé. J'étais celle qui avait présenté un amendement en ce sens. Je suis très fier du travail que vous avez fait. Je suis heureuse que vous puissiez communiquer ce rapport à notre comité et à tous les Canadiens. J'ai examiné votre rapport. Monsieur Van Popta vous a demandé quels étaient ces groupes dont il était question. C'est des groupes portés par la violence xénophobe, anti-autoritaire et anti-gouvernementale. Ensuite, le SCRS nous dit qu'on ne peut pas en faire la distinction avec l'élite, les capitalistes, le gouvernement et les groupes religieux. Au cours des 3 dernières années, le ton des commentaires en ligne a changé. Ça m'a beaucoup bouleversé. Vous avez parlé du nombre de Canadiens qui sont très actifs dans des centaines de groupes extrémistes, étant donné qu'ils se réunissent en ligne. Ça veut dire que ces messages se répandent comme une traînée de poudre. En quoi est-ce que cette présence en ligne, peut-être que vous ne pouvez pas nous en dire plus, mais en quoi est-ce que cette présence en ligne permet aux messages de ces groupes de se répandre rapidement? Je ne peux pas vous en dire plus que ce qu'il y a dans le rapport, mais permettez que je revienne sur certains points. La croissance rapide de ces extrémistes violents et idéologiques est très inquiétante. On a reçu des données comparatives sur ce qui se passe dans d'autres pays et c'est très préoccupant. Ces groupes violents, anti-autoritaires, certains faisaient partie des groupes terroristes comme les Proud Boys, qui apparemment ont annoncé cette semaine qu'ils allaient être démantelés. Mais on a été témoin de crimes horribles contre des femmes. C'est des gens qui sont motivés par la misogynie. Il y a des groupes qui épousent la haine contre les immigrants, contre des communautés racisées, la communauté LGBTQ. Tout ce qu'on peut faire à titre de parlementaire pour mieux faire connaître cette nouvelle réalité et trouver des façons de s'y attaquer, je pense que ce serait une très bonne chose. Vous avez dit que la pandémie s'est répercutée sur un certain nombre de personnes qui sont attirées par ces groupes extrémistes. Les chiffres que vous nous avez communiqués sont très troublant. Vous avez parlé d'une augmentation de 320 et j'imagine que l'augmentation est encore plus grande, sachant qu'on traverse une pandémie. Dans le rapport, on a essayé d'examiner les 5 principaux thèmes à travers la lentille de la COVID. Selon les données, l'activité de plus en plus en ligne, les gens sont connectés de plus en plus au pays et entre les pays. Peut-être que Mme Jorgensen pourrait vous en dire un petit peu plus. Oui, merci, Monsieur le Président.
je voudrais faire remarquer deux choses. Premièrement, il y a l'extrémisme en ligne. Être extrémisme, c'est pas nécessairement illégal. C'est illégal à partir du moment où ça devient violent. Alors, le milieu de la sécurité a dit clairement que c'est très difficile d'identifier quelqu'un qui est devenu radicalisé. Après, il faut du temps pour que la personne devienne violente. Ce délai, c'est beaucoup raccourci et je sais que le milieu de la sécurité a du mal à s'attaquer à ce problème. Et c'est effectivement l'un des principaux problèmes. Madame Damoff, merci beaucoup. On a déjà dépassé l'heure qui est accordée à M. McGuinty. Je sais qu'il est très prisé et que les députés ont beaucoup de questions. M. Motz espérait qu'on dépasse l'heure qui était réservée. Alors, je me demandais si vous souhaitez qu'on ait un troisième tour ou un troisième tour partiel. M. Couric semble s'y intéresser. Pam? Monsieur le Président, étant donné le témoignage qu'on a entendu, ce serait important qu'on examine la motion que vous avez reçue, la motion qui est fondée sur l'article 106.4. Alors, je dirais non à un troisième tour. Monsieur Harris? Moi, j'allais proposer effectivement qu'on ait un troisième tour. Effectivement, il y a la motion 106.4 et la motion du sous-comité, mais on peut peut-être les examiner plus tard. Madame Michaud. Dans le même sens que M. Harris, il j'irais pour une troisième ronde. Bon, très bien. À la lumière de vos réponses, on va faire un troisième tour. On va peut-être réduire ce troisième tour de moitié, 2 minutes et demie, 2 minutes et demie, 1 minute, 1 minute et 2 minutes et demie. Vous êtes d'accord, M. McGuinty? Oui, ça va. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un du Parti conservateur pour 2 minutes et demie. Et ensuite du Parti libéral. Bon, je ne pensais pas que vous étiez si timide. Monsieur le Président. Oui, on est simplement un petit peu surpris. C'est jamais une bonne chose. Merci beaucoup. Merci pour la collaboration des membres du comité. J'aurais une question au sujet du crime organisé. D'après ce rapport et d'autres choses que j'ai lues, le Canada est devenu un paradis pour le blanchiment d'argent. Des organisations de crime organisé se servent du Canada pour blanchir jusqu'à 100 millions de dollars par année. C'est pas une grande part des montants qui sont blanchis à l'échelle mondiale, mais c'est quand même une proportion importante. Est-ce que vous constatez que le phénomène est en augmentation au Canada? Monsieur Couric, dans le rapport, à partir du paragraphe 47, ou plutôt 87, indique ce qui se passe, ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on constate dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent, l'ampleur du blanchiment d'argent. On a eu un exemple en Colombie-Britannique. Il y a les casinos, le marché immobilier dans cette province. On met en relief ce qui s'est passé à Toronto, dans la grande région de Toronto, et les liens entre l'immobilier et le blanchiment d'argent. On essaye d'expliquer l'ampleur du problème. FinTrack est saisi du problème, mais n'a pas nécessairement les pouvoirs législatifs de recueillir les données dont il aurait besoin. On le dit clairement,
On a mis en relief exactement ce que vous avez dit. C'est un problème qui est croissant. Comme je l'ai dit précédemment, le comité va faire un examen de la GRC et de ses enquêtes financières. Alors, il y a FinTrack, la GRC et nos services de renseignement. Il y a plusieurs organisations qui y travaillent. Manifestement, vous n'êtes pas penché sur une approche concertée, mais il faudrait peut-être le faire à l'avenir. C'est ce que vous nous dites, c'est ça? Oui, je pense que la déclaration est tout à fait raisonnable. Très bien. 2 minutes et demie pour les libéraux. Madame Lambropoulos. Merci, Monsieur McGuinty. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour le travail que vous faites dans ce comité. J'aurais une question sur la haine en ligne et les groupes haineux. Les gens sont très préoccupés par le projet de loi C-10. Certains estiment que ce projet de loi empiète sur la liberté d'expression. Évidemment, notre gouvernement a dit que non, il n'y aurait pas d'empiètement. Mais étant donné que les gens s'en inquiètent, je me demande ce que le gouvernement pourrait faire et ce que vous recommanderiez pour essayer d'arrêter ceux qui tiennent un discours haineux dans les médias sociaux et en ligne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les arrêter? Comment est-ce qu'on peut handicaper leur capacité à influer négativement sur les Canadiens? Madame Lambropoulos, c'est une bonne question. Quel est le bon équilibre entre la liberté d'expression et les limites de cette liberté d'expression? Le comité ne s'est pas penché sur les recours, sur les solutions. Dans ce rapport, on voulait présenter l'ampleur des risques et on espère qu'un comité comme le vôtre de la sécurité publique pourrait déterminer quelle est la meilleure façon de procéder. On ne s'est pas penché sur le projet de loi C-10. On ne l'a pas examiné dans le contexte des problèmes qui ont été recentrés dans ce rapport, mais nous allons examiner les activités cybernétiques. On espère que le rapport sera prêt d'ici à l'été et il se peut qu'on en ait plus à dire quand on finira notre examen sur la GRC. C'est une organisation nationale qui est responsable pour les enquêtes nationales et les examens notamment sur le crime organisé. Madame Michaud, 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Le rapport fait état du crime organisé, de quelle façon ces activités-là sont devenues de plus en plus complexes, mais que la nature n'a pas réellement changé, là, la nature de la menace depuis 2018. Quand même, c'est un fléau dans les plus grandes villes du Canada, notamment à Montréal. Il y a eu une jeune femme de 15 ans qui a été tuée par une balle perdue d'une personne d'une gang de rue qui avait probablement une arme illégale. Il y a eu un jeune homme qui a été arrêté avec 250 armes importées illégalement à la frontière des États-Unis. Est-ce que vous croyez qu'en ayant déjà toutes ces informations sur le crime organisé, est-ce que le Canada fait suffisamment pour contrer le trafic illégal des armes? Encore une fois, ce n'est pas une question abordée par le comité directement, mais c'est probable, je ne sais pas si c'est fort probable, mais c'est probable que c'est une question qui va être examinée quand le comité poursuit la revue de ce qui se passe à la GRC. Au niveau du mandat de la GRC, la responsabilité de policière, comment on dit, le Federal Policing Mandate en anglais, mais c'est le rapport, le comité n'a pas du tout touché ou examiné cette question cette fois-ci. OK, we'll have to leave it there. Très bien. Il va falloir qu'on s'arrête là. Monsieur Harris, 1 minute.
Vous êtes en sourdine. Très bien. Au paragraphe 71 et 72, vous parlez de la Russie et de la Chine et de l'Iran ayant montré leur volonté de développer des capacités d'attaque cybernétique. Vous dites que les Russes y sont déjà. À moins qu'il y ait un conflit avec les États-Unis, des risques pour l'infrastructure canadienne sont peu probables. Je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette déclaration. Est-ce que vous évaluez ce genre de déclaration? Monsieur Harris, je vais demander à Monsieur Jorgensen de vous répondre directement. Oui, allez-y. Oui, c'est une évaluation du CST. Ce genre d'activité a cours en tout temps. On le voit chez nos alliés au Proche-Orient. Et c'est quelque chose qui pourrait se produire au Canada. L'évaluation du CST, c'est que l'intention d'un grand acteur étranger pourrait ne se manifester que dans les circonstances d'une guerre. Une question conservatrice, 2 minutes et demie. Allez-y, Monsieur Van Popta, allez-y. Merci, Monsieur McGuinty. Merci de nous avoir parlé des activités cybernétiques malveillantes. C'est intéressant de voir ce que votre rapport a à dire là-dessus. C'est aussi très alarmant. Il s'agit d'entités étrangères qui volent notre propriété intellectuelle. J'aimerais savoir dans quelle mesure c'est une menace, c'est-à-dire que des entreprises étrangères détenues par des États étrangers qui volent notre propriété intellectuelle et qui, de ce fait, nous menacent sur le plan économique. Monsieur Van Popta, dans le rapport, à partir du paragraphe 61, on décrit cette menace assez clairement. Le comité était unanime, comme il l'est dans tous ces paragraphes. Nous voulions nommer la Chine, la Fédération russe, l'Iran et la République populaire de Corée du Nord. Le CST continue à être témoin d'activités cybernétiques malveillantes, y compris des activités contre les réseaux du gouvernement, les réseaux du secteur privé et des infrastructures critiques. Nous avons examiné suffisamment de données pour savoir que la Russie et la Chine sont les éléments moteurs de cette activité cybernétique depuis 2018. Et ça se répercute sur tout un éventail de secteurs de notre société. D'accord, je comprends. Ces sociétés d'État détenues par le gouvernement communiste chinois ou le gouvernement russe, ou est-ce qu'il s'agit d'intérêts privés? Dans quelle mesure est-ce qu'il s'agit d'attaques perpétrées contre des États par des États? Oui, je ne peux pas vous en dire plus. Tout simplement, je peux faire référence à la Russie et à la Chine. Très bien, votre temps est écoulé. Encore 2 minutes et demie pour le Parti libéral. À défaut de quoi, j'aurais une question à poser. Allez-y, Monsieur le Président. Monsieur McGuinty, merci d'être venu. Je pense que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Pourriez-vous nous parler de la menace contre notre démocratie? Au cours des 4 dernières années, les Russes ont réussi à mettre les Américains les uns contre les autres. Ils ont attisé les différences entre la droite et la gauche. Ils ont mis en péril la démocratie américaine. Alors, j'aimerais savoir
ce que vous pensez des activités chinoises et russes et comment ces activités menacent notre démocratie avec le plus de détails possible. Monsieur le Président, j'aimerais ça être plus détaillé, mais nous avons été le plus détaillé possible dans notre rapport. On a parlé spécifiquement du contexte canadien, mais je réaffirmerai que selon les données que nous avons recueillies, tous les partis politiques à tous les niveaux de gouvernement sont touchés. Il y a des gens qui sont déployés au Canada par des États étrangers. J'orienterai les membres du comité et les Canadiens au paragraphe 74, où on retrouve ce qu'un État étranger est prêt à faire. Une attaque cybernétique a été lancée contre le Parlement australien et ses trois principaux partis politiques avant les élections en Australie. C'était au début de 2019, alors que l'Australie était en campagne électorale. En juin 2020, la Chine a encore une fois lancé une attaque cybernétique de grande envergure contre l'Australie et contre des entreprises, des hôpitaux et des fonctionnaires de l'État. Dans le cas des États-Unis, au paragraphe 74, depuis que notre rapport a été publié, le ministère américain de la Justice a indiqué que leurs machines n'ont pas été trafiquées, mais que la Chine a essayé de lancer une campagne de désinformation. Alors, on a essayé de parler, de détailler ce que ces États étrangers sont prêts à faire. Et c'est pour ça qu'on a présenté 4 ou 5 recommandations au premier ministre pour qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme si jamais il y avait des irrégularités pendant une élection canadienne. On pense que ça devrait être élargi, on pense que les membres du comité devraient être augmentés et on pense qu'il faudrait être très prudent à l'avenir. C'est quand même frustrant de ne pas comprendre la nature de ces incidents sur notre économie et sur notre démocratie. Merci de votre exposé. Comme vous avez pu le constater, les députés présents étaient vraiment très intéressés par ce que vous aviez à dire. Et donc vous-même, M. McGuinty, M. Jorgensen, nous vous remercions. Et je remercie également les parlementaires qui se sont joints à vous, y compris M. Morse, qui sont joints à nous, qui a contribué à vos délibérations. Merci. Donc nous allons suspendre la séance pendant 1 minute ou 2 pour donner la possibilité à messieurs McGuinty et M. Jorgensen de s'en aller et laisser Mme Demoff présenter sa motion d'urgence et le rapport du sous-comité. Nous surprenons pour 2 minutes, Monsieur le greffier. Oui.